à tous, bienvenue sur Prépare-toi. Nous allons faire aujourd'hui une nouvelle séance en informatique. On va voir les boucles non conditionnelles, ce qu'on appelle aussi les boucles for. Alors, on va d'abord essayer de comprendre le concept fondamentalement. Alors, l'idée c'est on effectue une boucle quand on répète plusieurs fois de suite une même instruction. Alors, je vais vous prendre un exemple. Ici, j'ai une séquence d'instructions où j'en ai 5. On va commencer déjà par voir finalement ce que valent les différentes valeurs au fur et à mesure. Alors, je vous propose de faire un tableau avec, pour chaque instruction, la valeur définie des variables qui apparaissent. Les variables qui apparaissent sont A et B. Donc, à la fin de la première instruction, A vaut 1. À la fin de la deuxième instruction, A n'a toujours pas bougé, vaut 1. B n'existait pas et maintenant B vaut 5. Et maintenant, face à la suite de cette instruction-là, je vous rappelle que le symbole d'affectation qui est écrit par un symbole égal en Python est asynchrone. On commence par évaluer ce qu'il y a à droite, donc on va faire A plus B, dans A il y a 1, dans B il y a 5, donc A plus B vaut 6, et ensuite on va écraser la valeur de A, donc à la place de 1, maintenant je vais mettre 6, et B continue à valoir 5. Et je recommence, je calcule A plus B c'est 11, et je vais mettre 11 à la place de A, et B vaut toujours 5. Et je recommence, je calcule A plus B vaut 16, je mets 16 à la place de A, et B vaut toujours 5. Donc à la fin de ces instructions, A est égal à 16. On remarque que on effectue 3 fois de suite une même instruction. Alors je vais prendre un deuxième exemple, vous allez voir qu'on va pouvoir généraliser ça encore un petit peu plus. On va pouvoir faire, on pourrait très bien refaire, je ne vais pas le faire avec vous là, mais on pourrait très bien refaire un tableau où on précise la valeur de A et de B à chaque fois. Donc ici, A vaut 1, B vaut 1. Ici, A plus B vaut 2, donc à la place de A, j'ai 2. Et maintenant, c'est la valeur de B qu'on va changer. B vaut toujours 1, et B plus 1 est égal à 2, et donc dans B, j'ai 2 aussi. Donc maintenant, A et B valent 2, et ainsi de suite. Ce qui est important dans ce second exemple, c'est de comprendre que on effectue à nouveau 3 fois de suite, mais cette fois-ci, plusieurs instructions, et toujours les mêmes dans le même ordre. Donc, l'idée, ça va être de comprendre qu'en informatique, on a souvent besoin d'effectuer plusieurs fois de suite une même instruction ou plusieurs instructions. Ici, je vous ai donné un exemple où il y en a 2 qui se répètent 3 fois. 3 fois dans les 2 cas, ça pourrait être 5 fois, ça pourrait être 10 fois, ça pourrait être 1 million de fois. Et on pourrait très bien avoir plus que 2 instructions, on pourrait avoir 50 instructions qui se répètent 1 million de fois. C'est tout à fait envisageable. Alors, pour pouvoir communiquer à Python que l'on veut effectuer plusieurs fois de suite une même instruction, il faut connaître l'existence de 2 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est for, et le deuxième mot-clé, c'est range. Donc, on parle souvent de boucle for comparée aux boucles while que l'on verra dans une prochaine vidéo. Donc, nous, on a besoin de ces 2 mots-clés. Nous allons voir sur un exemple comment s'en servir. Je reprends l'exemple de l'introduction. J'ai A qui vaut 1, B qui est affecté à 5, puis j'effectue 3 fois de suite mon instruction A plus B. Alors pour cela, juste vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle ça une boucle. Parce que l'idée, c'est de se dire, effectue cette instruction et une fois que tu l'as faite, tu recommences et tu l'as fait en tout 3 fois. Donc on ne recommence pas 3 fois, mais on l'exécute 3 fois. Et vous voyez qu'on forme une boucle, et donc on va rester sur notre instruction plusieurs fois, et ensuite on va continuer les éventuelles instructions qui pourraient suivre. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est devoir lui dire A égale 1, B égale 5, donc ça, a priori, en Python, ça s'écrit de la même manière. Et maintenant, on va devoir utiliser les mots-clés for et range de la manière suivante. On a besoin de ce qu'on appelle un compteur, je vais y venir très bientôt, et le mot-clé range, entre parenthèses, le nombre de fois que l'on veut effectuer finalement notre instruction. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que je vais un petit peu modifier la définition de ce range avec le nombre 3 dedans. Pour l'instant, prenez ça comme, on dit à Python, affecte 1 à A, affecte 5 à B, et maintenant, exécute 3 fois de suite A égale A plus B. Alors maintenant, nous allons transformer le deuxième exemple de l'introduction. Donc je reprends les différentes instructions. Je rappelle qu'on effectue 3 fois de suite le même ensemble d'instructions qui sont les 2 instructions que j'ai mis entre crochets. Et du coup, on va continuer à écrire A égale 1, B égale 1. Toujours nos mots-clés pour I, je vais dire en anglais, c'est beaucoup plus pratique, for I in range 3. Et donc, on obtient cette expression-là avec
notre couple d'instructions qui réapparaît en dessous, et vous remarquez qu'on le décale. Et on décale ça parce qu'on a le double point à la fin qui fait que quand on est dans les éditeurs de texte Python, il nous fait une indentation immédiate. J'ai déjà parlé des indentations quand on a parlé des définitions des fonctions. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on fait une indentation. Et dans ce cas-là, il faut vraiment comprendre qu'il y a une différence entre ce code et ce code. Ce code, il n'y a que l'instruction A égale A plus B qui va être exécutée 3 fois, puis on fera B égale B plus 1 tout à la fin, alors qu'ici, les deux instructions sont effectuées à la suite 3 fois. On pourrait se poser la question, quelle différence finalement à la fin? Ben, si on effectue notre code, on peut essayer de le faire, on va pouvoir, et ça va être l'idée globale, on va pouvoir utiliser notre compteur, le fameux i, et essayer de comprendre comment il va affecter finalement notre situation. On a ici A qui vaut 1, B qui vaut 5. Donc, pour le premier tour de boucle, je vais l'appeler tour 1. Dans cette situation, j'ai A qui va valoir A plus B, donc A qui vaudra 6, et B qui va valoir 6 aussi. Puis au tour 2, j'ai A qui vaudra A plus B, donc A qui vaudra 12, et B qui vaudra B plus 1, c'est-à-dire 7. Et je n'ai pas besoin d'aller jusque tout au bout pour faire comprendre ce qui va se passer. Si je change avec ici, j'ai A qui vaut 1, B qui vaut 5, et pour I in range of 3, je vais faire A égale A plus B, donc ça je vais le faire. Premier tour de boucle, je vais faire A égale A plus B, et donc je vais avoir A égale 6. Vous pourriez dire, ben, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui nous embête avec cette distinction de présentation? Ce n'est que de la présentation, ce qui n'est absolument pas le cas. Sauf que ici, c'est toute cette structure-là va en un seul tenant. C'est-à-dire, on va exécuter 3 fois cette instruction-là, et ensuite on fera B égale B plus 1. Donc au deuxième tour de boucle, remarquez que ben, B n'a pas changé, et dans ce cas-là, A vaut A plus B, et donc je vais avoir A, j'ai B qui vaut toujours 5, et j'ai A qui va valoir 11 cette fois-ci. Puis A qui vaudra 16, alors qu'ici, A vaudra 19 au prochain tour. Donc en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes programmes, à juste une présentation près. Donc ça, les élèves, ils ont du mal à le comprendre. Ils se disent, oui, ben, finalement, j'écris du code, que je l'écrive en décalé ou pas en décalé, ça ne change rien. Ben, ça change énormément de choses. Donc, pour préciser à la boucle quelles sont les instructions qui doivent être répétées autant de fois que c'est demandé, eh ben, c'est l'indentation, donc le fait de décaler vers la droite le texte, qui permet à Python de savoir que soit il n'y a qu'une instruction, soit il y en a plusieurs qui vont être exécutées à chaque tour de boucle. Alors maintenant, nous allons rentrer plus en détail sur notre instruction. Il y a une variable i qui apparaît dans notre instruction pour pouvoir dire à Python d'effectuer plusieurs fois de suite une même instruction, ce qu'on appelle donc un compteur. Je reprends ma séquence d'instructions et maintenant on va essayer de comprendre ce qui arrive à i. I, en fait, ça va être une variable qui va permettre à Python de savoir où il en est. C'est comme si maintenant, moi, je vous demande de faire quelque chose 17 fois. Et bien, dans votre tête, vous allez bien, à un moment donné, compter, c'est-à-dire qu'il va y avoir une place dans votre mémoire où vous allez compter 1, 2, 3 jusqu'à 17 si je vous demande de faire quelque chose autant de fois. Donc Python, pour savoir combien de fois il exécute les choses, il a besoin d'un compteur aussi. C'est finalement le rôle de cette variable. Alors nous, on ne s'en sert pas de cette variable pour l'instant. Vous allez voir que dans les exemples qui vont suivre, on va s'en servir. Il faut juste comprendre ce qui lui arrive à cette variable. Étonnamment, donc on veut faire 3 fois l'instruction A égale A plus B. Je la mets entre guillemets juste pour comprendre que c'est une instruction. Ben, si je vous demande de faire 3 fois quelque chose, dans votre tête, la plupart du temps, vous allez commencer à compter à 1 et vous allez vous arrêter à 3. Python ne fait pas ça. Alors, il y a des raisons à ça. C'est pour simplifier du code dans beaucoup de situations. Donc, au début, les ingénieurs n'avaient pas fait ça. Quand ils ont fait les langages de programmation qui existaient au tout début, et après ils se sont dit, ben, finalement, ce serait drôlement pratique de ne pas commencer à compter à 1, mais de commencer à compter à 0. Et donc, notre compteur i
plutôt que de dire il vaut 1, puis 2, puis 3, notre compteur i, en fait, il va faire 0, puis 1, puis 2. Et ça, c'est vraiment la chose la plus compliquée à comprendre au lycée sur tout ce qui est algorithmique, c'est que cette instruction-là, ben, le i va aller de 0 à 2 et pas de 1 à 3. Alors, on pourrait se dire, ben, finalement, ok, c'est pas super compliqué, nous, on s'en fiche qui compte de 0 à 2 ou de 1 à 3. Vous allez voir que non, parce que parfois, on va avoir besoin de ce compteur, de ce i. Vous allez voir que c'est très pratique. Et dans ce cas-là, il faut savoir exactement quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine. Alors, pour information, la fonction range, elle est un petit peu particulière. On peut lui rajouter un nouvel argument. Ici, on va pouvoir écrire, par exemple, range, au lieu d'écrire que 3, on pourrait lui écrire 1, 3. Et dans ce cas-là, note le compteur i, donc si j'écris for I in range 1, 3, le compteur i, il va commencer à 1, donc ça va être le début. Donc i va bien commencer à 1 maintenant, c'est super, sauf que, eh ben, il va faire 1, puis 2, et c'est tout. 3 ne sera jamais pris en fait. La fonction range, elle commence toujours à 0 et elle s'arrête au dernier, à l'élément précisé, moins 1, pour que ça fasse autant de tours finalement que ce qui est précisé. Comme on commence à 0, si je veux faire 17 fois quelque chose et que je commence à compter à 0, je vais devoir compter de 0 à 16. Et du coup, eh ben, Python, il doit s'arrêter à l'avant-dernier et pas à la valeur précisée. Donc, si vous écrivez cette commande, for I in range 1, 3, votre variable i, il va d'abord valoir 1, puis il va valoir 2, et il ne vaudra jamais 3. Donc si vous voulez qu'il aille jusqu'à 3, il faudrait à ce moment-là préciser et mettre 4, et dans ce cas-là, lui, il va être exécuté. Donc, on va voir ça sur des exemples maintenant pour comprendre comment les boucles fonctionnent, être très attentif à ces valeurs et commencer à s'entraîner pour ne pas se faire avoir. Vous allez vous faire avoir au début, tout le monde se fait avoir, même encore dans quelques années, mais moi parfois quand je code, j'oublie que cette dernière valeur n'est pas prise, donc il faut s'entraîner pour évacuer cette contre-intuition. Alors pour terminer, nous voyons un petit exemple. On a 3 lignes, A égale 1, une boucle, une seule instruction qui s'exécute. Par contre, l'immense différence avec ce qu'on a pu voir comme exemple précédemment, c'est que cette fois-ci, l'indice de boucle apparaît dans l'instruction. Donc, pour réussir à comprendre ça, je vous invite très fortement à refaire ce que j'ai fait avant. Cette fois-ci, je vais le faire à l'horizontale, comme ça vous voyez les deux situations. Vous mettez la valeur de A, la valeur de I, toutes les variables qui peuvent apparaître, vous faites autant de lignes qu'il faut. Et au début, A vaut 1, I n'est pas défini, et ensuite, dans cette instruction, on définit I. Et I, vu qu'on n'a qu'un seul argument, c'est que si on ne précise pas le début, c'est qu'il va commencer à 0. Donc ça, ce sera toujours le cas si on n'a qu'un seul argument. Et dans ce cas-là, I vaut 0, puis 1, puis 2, puis 3, et on va continuer comme ça. 4, 5, 6, 7, et c'est là qu'il faut être très 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 attentif, c'est que si on écrit ça, on veut faire les choses 7 fois, comme on commence à 0, on va finir à 6. Donc c'est pas que i n'existe pas pour 7, c'est que la dernière valeur prise par i sera égale à 6. Et donc maintenant, on va calculer les valeurs de a après chaque instruction. Donc quand i vaut 0, a plus i, a vaut 1, i vaut 0, donc a va valoir 1. Nouvelle instruction, on va refaire a plus i, cette fois-ci quand i vaudra 1. Donc je vais faire 1 plus 1 qui va valoir 2. Puis maintenant, nouvelle instruction, a égale a plus i. Dans ce cas-là, i va valoir 2, a vaut 2, donc a va valoir 4. Puis on va continuer à ajouter ça, ce qui va faire 7, 7 plus 4, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 6, 22.
et on obtient comme ça la valeur de A à la fin. À la fin, A sera affecté avec la valeur 22. Donc, quand vous avez des boucles, soit vous n'avez pas le compteur de boucle qui apparaît, dans ce cas-là, vous pouvez dire je vais juste le faire autant de fois que c'est écrit, et vous embêtez pas avec les valeurs du compteur. Si par contre le compteur apparaît, faites un tableau, précisez les valeurs prises par i, vous commencez par 0, vous enlevez la dernière valeur précisée, ou si c'est précisé en première instance avec un nouvel argument, dans ce cas vous commencez à la valeur qui est précisée, elle est prise, c'est juste la deuxième valeur dans ce cas-là qui ne sera jamais atteinte. Puis vous effectuez votre avancement comme un tableau d'avancement un peu en physique, et vous allez obtenir comme ça sereinement, sans vous tromper, les valeurs des différentes variables à la fin de votre code. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous entraîner les boucles. Il faut s'entraîner pour avoir un sentiment de maîtrise. Vous allez avoir une double vidéo là sur 2 exemples. Cette fois-ci, on va créer du code Python où on utilisera des boucles pour résoudre des différents problèmes. À très bientôt.